On a regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Alors vous connaissez tous sans doute le volume du fonds d'Harvard. Alors ça, cette petite partie du fonds d'Harvard est très minoritaire, mais grossit très rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez des boîtes qui marchent, qui donnent un petit bout de capital infime à l'école, et puis 4 ans plus tard, ou même parfois avant, quand il y a des sorties, ça alimente un financement de l'école, et en retour, donc sans doute des programmes entrepreneuriaux. On est en train, donc là, au sein du groupe, ça a été évoqué par plusieurs camarades, de réfléchir à long terme à la possibilité qu'aurait notre groupe d'aider, sans prendre un rôle central évidemment là-dessus, mais d'aider à créer cet écosystème, donc nous, en commençant à organiser une entraide pour les jeunes X entrepreneurs. Il y a eu dans l'association plus de 100 créations ou reprises par des adhérents depuis une dizaine d'années, ce qui veut dire une moyenne de 10 par an. On estime qu'un chef d'entreprise sur 20 est en réflexion sur la structure de son capital, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'opportunités d'évolution des entreprises. Nous avons accompagné en 2010 27 startups. On a accessoirement investi 2,3 millions dans les dites startups et on ambitionne de maintenir ce rythme au cours des années à venir, malgré l'absence de pérennité et de continuité dans la politique fiscale du gouvernement. XMP Business Angel est en train de nouer des liens avec XUS Canada, animé par Jacques Levin, pour créer des liaisons transatlantiques, aussi bien pour des startups américaines qui viendraient s'implanter en Europe, que pour des startups françaises qui chercheraient des financements ou des partenariats aux États-Unis ou au Canada. Quand on a créé Emmaüs Défi, le fait de se dire je ne vais embaucher que des personnes qui sont issues de la rue, des SDF, c'est sûr que ça crée des niveaux de contraintes particulièrement forts. Et j'ai envie de dire les mécanismes classiques qui poussent à l'entrepreneuriat social, qui peuvent être l'autonomie, la créativité, le fait de pouvoir construire son activité dans une logique d'actionnariat, etc. Ça, ce sont des mécanismes qui parfois ne sont pas suffisants et aider au choix pour pouvoir faire le pas est très important. Bon, c'est un peu l'objet de ce groupe. Le consultant par rapport à l'entrepreneuriat, eh bien, il faut se dire que c'est une étape qui est tout à fait intéressante parce que, au lieu de plonger tout de suite dans la création de son entreprise, c'est une position qui va permettre d'observer, de participer, de tisser des liens dans le secteur où on envisage de développer éventuellement une entreprise. Ça permet de détecter les opportunités, de bien connaître le marché. Ça, c'est le premier intérêt de cette étape consultant. Sinon, c'est une activité dans laquelle le risque est quotidien, mais il est tellement quotidien que ça devient une habitude. On apprend à vivre avec. Et si bien qu'il y en a qui prennent goût à ce métier et qui vont rester consultants toute leur vie. Les étudiants, outre un cadre pédagogique, je terminerai là-dessus, donc sont appelés pendant les 2 ans du master à identifier, travailler sur un projet personnel qu'ils vont porter, si possible avec pour objectif d'en faire un vrai projet d'entreprise, mais pas seulement. L'idée, c'est de les faire travailler à échelle 1 sur un vrai projet d'entreprise et de les accompagner, d'allumer en quelque sorte cette petite étincelle qui s'allume quand on s'implique à un moment donné de sa vie dans un projet d'entreprise et qui en général après ne s'éteint jamais, même si après on peut ne plus créer d'entreprise ou temporairement ou définitivement, mais il y a toujours cette petite étincelle qui fait qu'on va aider des entrepreneurs, qu'on va faire du conseil ou que sais-je. Donc l'objectif au sein de l'école, c'est un petit peu d'initier cette démarche et de rendre aussi, de permettre à l'école de devenir visible sur ces sujets, y compris au plan international. Bonjour, Antoine Durieux de la promotion 2007, actuellement en 4 à Stanford. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Martineau, concernant la formation d'un master spécialisé pour la création de start-up. Je trouve que c'est une cause extrêmement louable, mais je pense qu'il y a aussi énormément de travail à faire du côté de la formation polytechnicienne. En particulier, tous les projets que j'ai pu faire à l'école polytechnique n'ont pas vraiment
a été poussé vers l'innovation, la création d'entreprises. Et je pense qu'il y a un énorme creuset de talent et de potentiel dans ce cas-là. Je voulais savoir si vos projets aussi incluaient du travail pour faciliter ce genre de choses. L'école polytechnique, en liaison avec la fondation, a créé un instrument qui s'appelle X-Création, qui est une société qui s'apparente un peu à une société de capital risque, mais dont l'objet est d'aider au démarrage de sociétés issues de travaux des laboratoires de l'X. Donc, je dirais, pour les élèves de l'école qui, à partir d'un certain cursus, ont déjà des contacts avec les labos, il y a là un moyen de promouvoir une entreprise à partir des travaux des laboratoires, en les présentant pour un financement, je dirais, d'appui de technique de démarrage par une structure ad hoc qui est à 70% école polytechnique, 30% fondation. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être X pousse ou freine dans la création d'entreprise, dans le fait d'oser se lancer soi-même? Est-ce que le fait d'avoir passé 2, 3, 4 ans dans une école qui, même si on a toujours envie de l'améliorer, est quand même encore largement une des meilleures de France, est-ce que ce fait pousse ou au contraire retient dans la création d'entreprise? Je n'ai pas la réponse, hein, ce n'est pas une colle que je pose, c'est vraiment une question ouverte et j'aimerais avoir votre avis. Merci. Et la question que vous posez, je trouve qu'elle est très très juste et très importante. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est une forme d'entrepreneuriat aujourd'hui qui est très particulière. Et c'est mon point de vue personnel et il n'engage que moi, mais je pense que pour ce qui est de cette nouvelle vague d'entrepreneuriat, l'école, les X ne pourront être dedans, ne pas manquer le coche, qu'à condition qu'ils comprennent, que l'école comprenne, que l'ensemble des acteurs autour comprennent que c'est pas autour du proton, de la biomoléculaire ou tous ces trucs auxquels moi je comprends rien, que ça va se jouer, mais c'est autour de questions comme comment ça se passe en entreprise si on organise dans les équipes des outils qui permettent à chacun de voter pour savoir dans l'équipe quelles décisions stratégiques on va prendre à l'échelle de 10 000 personnes, comment ça s'organise au niveau organisationnel, au niveau humain. Donc ça, c'est des problématiques de management, d'organisation, des problématiques sociales, des problématiques collaboratives. C'est tous ces nouveaux usages qui sont source de croissance aujourd'hui et de bouleversements sociétaux même. Et aujourd'hui, cette création de valeur très rapide qui peut avoir lieu sur des cycles de 6 mois à 1 an, c'est pas les biotech. Donc il y a un moment, il faut quand même poser clairement cette question-là des sciences dures face aux sciences qui aujourd'hui arrivent à créer de la valeur très très rapidement. Il y a une part d'utopie dans le combat qu'on engage quand on essaye de créer une entreprise, que ce soit passerelle numérique au Cambodge, Mail for Good, donc une solution technologique très intéressante qui fait en fait de la pub et cet argent est reversé à des associations. Enfin, dans vos emails, vous avez une petite bannière en bas qui fait de la pub pour des entreprises et les bénéfices de cette pub servent à financer des associations ou comme mon entreprise Emmaüs Défi. Donc ça apporte beaucoup de crédibilité, ça apporte aussi évidemment un réseau. Moi je le vois, on a lancé une offre de téléphonie avec SFR pour les personnes pauvres qui aujourd'hui ont des factures de téléphone énormes, parce qu'on parlait tout à l'heure là, du projet Enea Consulting avec Louis-Marie Jacquelin là, qui montrait qu'à Calcutta, l'électricité pour les personnes très pauvres coûtait beaucoup plus cher. Et je dis, il n'y a pas besoin d'aller à Calcutta. En France, les pauvres payent systématiquement plus cher l'ensemble des biens et services. Alors ça, c'est des choses qu'on sait évidemment dans la banque. C'est-à-dire que les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Enfin, ça, c'est la petite boutade. Mais concrètement, moins je suis solvable, plus mon crédit va me coûter cher. C'est pareil, c'est sur le logement. Plus je suis pauvre, moins j'ai de caution, plus mon mètre carré à Paris va me coûter cher ou ailleurs. C'est pareil sur la téléphonie, c'est pareil sur tous les services. On a fait, nous, Emmaüs, une étude avec le Boston Consulting Group où on balaye toutes les dépenses des personnes pauvres et on s'aperçoit que, en moyenne, les pauvres payent entre 5 et 10% plus cher le même bien et le même service.
Bon, eh ben, nous, on est allé voir SFR et c'est la porte d'entrée qu'on a eu à SFR. Ça s'est fait quand même par le réseau des X. Hein. J'avais un copain de promo qui était, je suis allé le voir. J'ai montré mon petit papier. Je lui ai dit, tiens, regarde, sur la téléphonie, il y a des gens qui gagnent 700 €, qui mettent 100 € en téléphonie mobile. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Il est évident que si j'avais pas accès à ce réseau, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc je pense que en tant qu'entrepreneur, être X, que ce soit entrepreneur tout simple ou entrepreneur social, c'est une aide énorme. Sur cette question qui me semble effectivement tout à fait intéressante, il y a un partenaire d'un fonds d'investissement très connu qui s'appelle Sequoia Capital, qui, pour la petite histoire, a financé Yahoo, Cisco, Google, Apple, qui évoquait dans un panel il y a quelques années le fait que, selon lui, le profil idéal de l'entrepreneur, c'est quelqu'un de moins de 30 ans avec un problème personnel à régler. Donc, sous cette perspective, on est probablement relativement égaux, en tout cas sous cet angle, face à l'entrepreneuriat. Ce que je pourrais dire, ceci posé, c'est une observation que j'aime beaucoup parce que je pense que tout un chacun qui s'est engagé dans une aventure entrepreneuriale, à un moment donné, reconnaît qu'il essaie de prouver quelque chose dans cette démarche, donc il y a un vrai sens au-delà de la boutade. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de projets d'entrepreneurs dans mon parcours. Ce que je peux dire, c'est que je pense que les étudiants de l'X sont particulièrement bien disposés pour s'engager dans des projets entrepreneuriaux parce qu'un esprit scientifique est un esprit qui est particulièrement bien prédisposé à la création d'une entreprise innovante dans la mesure où les fondamentaux de la démarche scientifique et de la création d'entreprise sont fondamentalement très proches. Il y a une démarche très empirique, itérative, dont l'objet est progressivement d'identifier ce qui va marcher, le bon marché, la bonne offre, le bon business model, et que des gens qui ont déjà pratiqué ces modèles de raisonnement, fût-ce dans un autre domaine, seront capables très naturellement de le transposer. Bonjour, Alexis Arnaud, 91. Donc, je vois un très bel aéropage de personnes capables de conseiller les entrepreneurs. Moi, personnellement, je suis en train de créer une société et je ne peux pas m'adresser à vous tous. En gros, si je fais ça, je ne fais plus rien que de m'adresser à des personnes qui vont me conseiller. Et la start-up que je fais, c'est une start-up qui a besoin de conseils, qui n'a pas trop besoin d'argent, qui est aussi dans le social et qui a surtout besoin d'interaction. Dans quel ordre conseillez-vous d'aller vous voir ? Le coaching d'entrepreneurs en phase précoce, c'est une question de relations humaines. Donc il faut que vous discutiez avec les gens avec lesquels vous pensez que le dialogue est le plus intéressant. Au-delà des étiquettes, la vraie valeur du coaching, c'est effectivement quelqu'un qui soit capable de vous comprendre, de ne pas vous juger, et puis de vous aider un petit peu à vous relever parce qu'il y a des moments difficiles quand on crée une entreprise. Donc c'est d'abord, dans les phases précoces, une question de rapport humain et de niveau de confiance intime avec une personne. Notre expérience, c'est qu'il y a en France 80 réseaux et quelques de Business Angel, et que chaque fois que XMP Business Angel est derrière un projet, il y a d'autres réseaux qui s'y agglomèrent. On a un effet d'entraînement ou de référence ou d'effet de levier qui fait que les anciens de l'X et des grandes écoles sont porteurs. Je suis actuellement en 4A à Stanford et je voulais dire que là-bas, la façon dont ça marche bien, la création d'entreprises au sein des universités, c'est déjà par les cours et aussi par la présence de la possibilité de rencontrer des investisseurs, des business angels, des entrepreneurs sur le campus. Je pense que ça aide beaucoup et je voulais savoir si XMP Business Angels comptait être plus présent sur le campus. Pour ma part, durant ma scolarité à l'école polytechnique, j'ai jamais eu cette chance de rencontrer ce genre de communauté. Dans les groupes, quels qu'ils soient, on est assez orienté anciens élèves. Il y aurait sûrement beaucoup de travail à faire sur le campus. Oui, très brièvement, et ça tombe bien que vous soyez à Stanford, puisqu'il y a un cycle de conférences qui a été lancé l'an dernier, qui est porté par XMP Entrepreneur, qui s'appelle Innover Entreprendre, et qui est la transposition d'un programme qui s'appelle Entrepreneurial Thought Leaders de Stanford, et qui vise exactement cet objectif que d'institutionnaliser un lieu de rencontre régulier entre des entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et des étudiants. Donc ces conférences se déroulent mensuellement à Paris,
Et tous les étudiants et toutes les personnes intéressées sont invités.